Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Clé d'une vie, celle de mon invité. Avoir connu la lumière ne vous a pas empêché de conserver une partie d'ombre. Vous avez choisi de la mettre enfin en plein jour en nous éclairant sur un jardin secret où vous avez mené des combats en verre, mais jamais contre tous. Bonjour Serge Lama. Bonjour. Alors, double événement. D'abord, le fait de vous retrouver aujourd'hui au micro de Sud Radio pour cette émission exceptionnelle et ce coffre et ce CD poète qu'on va évoquer. Et puis, en même temps, c'est la 1600e émission des Clés d'une vie, déjà. Eh ben voilà, je suis très heureux de participer à cet événement. Alors, c'est un événement parce qu'effectivement, vous avez réalisé cet album poète qu'on va évoquer dans l'émission avec des extraits, qui est quelque chose d'important parce que c'est un album, je crois, auquel vous rêviez depuis vos jeunes années. Oui, je rêvais ça. Au départ, je voulais faire un Baudelaire, c'est-à-dire les fleurs du mal. Je voulais découper comme ça les fleurs du mal en changeant les poèmes, en les découpant, en les accolant les uns aux autres. Et puis au fil du temps, je me suis dit, mais pourquoi pas faire tous les grands poètes de l'histoire. Et là, ça m'a demandé un sacré travail parce que je voulais quand même que les trucs sonnent. Alors il fallait que ça sonne par rapport aux vers d'avant qui n'étaient pas de la même époque, ni du même poète, ni du même... Alors c'est un travail considérable qui a été unifié magnifiquement, parce que là, il faut vraiment le lire, par la musique d'Augustin Charnay, qui a su exactement faire le plâtrage de tous ces morceaux dispersés qu'il fallait mettre ensemble. C'est une sorte de je sais pas comment dire, d'explosion de poèmes. Et lui, il a réussi à mettre une musique planante qui fait qu'on peut s'étendre tranquillement, même si il faut pas que le public essaie de comprendre les poèmes, parce que de toute façon ils sont pas entiers, ils sont par fractions. Il faut pas, la poésie c'est pas, ça se reçoit. Alors il faut qu'ils se laissent prendre, qu'ils reçoivent ça, et puis qu'ils s'étendent et qu'ils écoutent. Et je pense que s'ils font ça, ça sera un moment merveilleux. En tout cas, on va avoir un moment merveilleux en évoquant ce CD. Et surtout, on va, selon le principe des Clés d'une vie, revenir aux sources avec des dates précises. Car j'ai choisi des dates en rapport avec votre album. Alors, la première ne vous concerne absolument pas. C'est le 7 janvier 1864. Parce que ce jour-là, c'est la première trace d'un poème dont un extrait fait partie du morceau qui ouvre l'album, L'Éternel Azur. De l'éternel azur, la sereine ironie accable, belle, indolemment comme les fleurs, le poète impuissant qui maudit son génie à travers un désert stérile de douleur. En fait, Éternel Azur, ce jour-là, à Tournon, je crois que Stéphane Marnet était un jeune professeur d'anglais, et il écrit à l'un de ses amis, Henri Casalis, qui est poète, en lui disant « J'ai écrit un poème qui s'appelle Azur », et il lui envoie. C'est la première trace de ce poème. Ah oui, c'est formidable. Même des chansons, ce sont toujours des histoires abracadabrantesques, parce que c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on... Les gens essaient, les gens sont pas sûrs d'eux, alors on dit, mais qu'est-ce que c'est profond, qu'est-ce que c'est bien foutu, qu'est-ce que c'est... Et des fois, ils ont fait des vers... comme ça, au débeauté, qu'ils ont collé parce que c'était mieux. Et c'est pas toujours ce qu'on croit. Et Mallarmé, c'est quelqu'un qui vous a marqué dès vos jeunes années, Serge Lama. C'est Baudelaire qui m'a marqué dès mes jeunes années, et Mallarmé fait partie de ces poètes plus abstraits, plus complexes pour un jeune garçon que j'étais, que j'ai appréhendé un peu plus tard, et que j'ai aimé alors, dès que j'ai pénétré l'univers de Mallarmé, que j'ai aimé par-dessus tout, oui. Oui, et dans ce texte, dans cette lettre, il dit qu'il n'y a pas un mot qui ne lui ait pas coûté plusieurs heures de recherche. C'est ça. Et ça, c'est important. Oui, parce que ça se sent pas, mais on le sait, parce que on peut pas écrire des vers de cette façon-là, comme Valéry d'ailleurs. Mallarmé et Valéry, même combat, hein, c'est un peu...
c'est un peu, on peut les comparer d'une certaine manière. D'ailleurs, c'était son maître, hein, Valéry. Mais pour la chanson, c'est la même chose. Vous avez passé des semaines, quelquefois, à trouver le mot juste, Serge Lama. Oui, il y a un mot qui vous échappe toujours, une phrase même qui vous échappe toujours. Toute la chanson est faite, c'est merveilleux, vous êtes content de votre chanson, et puis là, vous butez, vous dites, ça va pas, puis un jour, tout d'un coup, paf, ça arrive comme le Messie. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, tout d'un coup, la phrase sort de votre... comme un soleil. C'est merveilleux, ces jours-là. Et Aznavour m'a dit un jour qu'il considérait une chanson terminée quand il n'avait plus un mot à ajouter. C'est ça, il a raison. Alors, il se trouve que Mallarmé, comme Baudelaire, vous les avez découverts à 10 ans. Et je crois que l'une des premières phrases que vous avez connues de Mallarmé, c'est « La chair est triste, hélas. J'ai lu tous les livres ». Oui, c'est bien sûr. Ça touchait à quelque chose de particulier chez moi, ma mélancolie que j'ai toujours eue, et cette phrase dit tellement de choses en 2 vers que... Et puis derrière, fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres. C'est merveilleux, quoi. Et cette passion de la poésie est née dans vos jeunes années, alors qu'il n'y avait aucune raison au départ que vous aimiez la poésie, Serge Lama. Non, c'était une défense contre des parents qui n'avaient pas cette culture. Ils avaient une culture d'opérette. Mon père chantait l'opérette. Aux Capucines ? Après, aux Capucines, mais c'était une revue aux Capucines. Oui. Il était descendu d'un échelon. Mais il aurait pu faire des opérettes encore si ma mère... Enfin bon, toute la vieille histoire c'est comme ça, c'est la vie. Et oui, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on ne sait pas pourquoi, à quel moment ça se déclenche, on ne sait pas à quel moment la poésie vient vous chercher, parce que c'est elle qui vient vous chercher beaucoup plus que vous. Vous voyez là-dedans quelque chose qui vous prend, qui vous tient. On a envie de gueuler, c'est physique. Ouais. Alors, et tout d'un coup, ça vient. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez 10 ans. À cet âge-là, on écoute, on lit les poèmes de Maurice Carême à l'époque. Oui. Et vous découvrez des textes qui ne sont pas de votre âge et qui sont quelquefois interdits. Ça va jusqu'au Marquis de Sade. Oui, mais le Marquis de Sade, c'est sorti des années 50, mais enfin, bon, c'est pas 10 ans, parce que c'est en 56 ou un truc comme ça. Il y avait un éditeur qui a eu tort, à mon avis, parce que il est vrai, ce que dit Onfray dans le bouquin sur Sade est vrai. C'est-à-dire que il n'était pas utile, le Marquis de Sade. Il était bien dans les enfers. Oui. C'est là qu'était sa place. Parce que un gamin de 13-14 ans qui lit le Marquis, ça le brutalise dans sa sexualité, dans toutes ses certitudes. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Oui, mais vous avez quand même lu des livres qui ne sont pas de votre âge. Oui, mais c'était pas pareil. Le Marquis de Sade, c'est pire que tout. Oui. Vous voyez, par exemple, les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses, par exemple, c'est un bouquin qui vous porte, qui vous amène, qui vous construit, et ça finit par être une histoire d'amour. Oui, mais c'est d'ailleurs une histoire d'amour dès le début, mais ça finit par une histoire d'amour tragique, et c'est beau. Oui, mais en même temps, ce qui est fascinant, Serge Lama, c'est que vous procurez ces livres, ce qui n'est pas facile. Il n'y a pas Internet à l'époque, il n'y a pas forcément de bibliothèque. Il faut se les procurer, ces livres. Et vos parents ne sont peut-être pas d'accord pour que vous les lisiez. Mais j'avais des copains qui étaient plus âgés que moi. Alors, il me filait des livres qui n'étaient pas de mon âge, effectivement, et que je lisais goulûment. Et c'est comme ça que vous avez commencé à écrire des textes et des tragédies ? Oui, des tragédies de mots, oui. Oui, j'ai été très, très inspiré, puis ça battait sur mon cœur qui était mal dans sa peau, qui était mal dans
dans sa pensée qui était mal. J'étais mal dans tout, en fait. Le lycée, ça m'allait pas. Je courais des heures, parce que j'avais la chance d'être au lycée Michelet, où il y avait vraiment un très beau jardin. Je courais des heures pour épuiser cette vitalité que j'avais, qui n'arrivait pas à trouver son emploi, qui avait besoin de ça pour arriver à se sortir de ce marasme de la maison, quoi, et de tout ce que mes pauvres parents, ils étaient comme ils étaient. Maintenant que j'ai l'âge, je comprends, mais je comprends qu'aussi qu'un enfant qui était fait comme je suis pouvait pas vivre dans cet univers-là, et c'était très difficile. Il fallait survivre, en fait. Et dans cet album, il y a aussi un poème qu'on a tous appris à l'école, c'est « Quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle ». Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantons mes vers, en vous émerveillant. Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. C'est vrai que ça, on l'a tous un jour ou l'autre appris à l'école. Tout à fait, oui. Et ça fait partie des classiques. On oublie même l'auteur tellement on connaît les poètes. Oui, c'est quand même l'un des plus grands de l'époque du haut Moyen-Âge, on va dire. Le nom me vient pas, quand les noms, j'ai un mal avec les noms. C'était Ronsard à l'époque. Ronsard. Oui, mais à l'époque, vous étiez un cas à part, parce que pas beaucoup de vos copains lisaient autant de poètes. Non, personne, aucun. Non, mais je partageais pas ça avec mes copains. Hein. Je ne partageais pas mes goûts de cet ordre-là. Je savais que j'avais pas d'écho. Je faisais des chansons déjà. Alors ça, j'en chantais debout sur un petit banc qu'il y avait dans la cour d'école. Je chantais mes chansons. Je faisais des imitations. D'ailleurs, j'étais un grand imitateur, j'étais très bon. À l'époque, j'imitais tous les profs. Oui. Alors, tout le monde était là, tout le monde était vrai. Même les profs m'ont demandé de les imiter dans une classe. J'étais un peu la petite star du lycée Michelet. Mais sauf que pas pour les notes, quoi. Les notes, c'était pas terrible. Mais moi, sauf en français et puis en histoire. Mais autrement, tout le reste, c'était pas très brillant, quoi. Non, enfin, les notes, il y en a eu d'autres, c'est les notes de musique. Oui. Et il y a une autre date importante dans ce parcours qui correspond à la poésie, c'est le 29 janvier 1976. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Serge Lama. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, la 1600e émission avec un invité exceptionnel, Serge Lama, pour cet album Poète, un album événement où vous reprenez à votre façon des grands poètes. Alors, on a évoqué le début de votre passion pour la poésie, et j'ai trouvé la date du 29 janvier 1976. Ce jour-là, pour la première fois, vous dites un poème à la télévision dans le Grand Échiquier. En fait, ce jour-là, il y a une émission sur Maurice Genevoix, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, tout à fait. Et vous dites les chaînes, et c'est la première fois qu'on vous voit dans un poème à la télévision. Oui, je me souviens. D'ailleurs, c'était une émission où Genevoix avait été très brillant, et je ne sais plus quel âge, il avait peut-être 3-4 années de plus que moi, oui. Et je me suis permis à la fin de lui demander, mais maître, vous, comment on fait pour, parce qu'il parlait des temps, du temps de la vie, il me dit, mais vous savez, tous les 7 ans, si vous voulez passer, vous êtes reparti pour 7 ans. Voilà, exactement. C'est un bon signe. Oui. Alors, c'était un cycle, il me dit, la loi des cycles. Voilà. Et lui avait une passion de la nature, c'est pour ça d'ailleurs. Ah oui, il vivait au bord des. Ce poème sur les. Et d'ailleurs, dans cette émission, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a également Georges Brassens, et vous chantez avec lui au pied de mon arbre. Oui. Au pied de mon arbre, oui. J'ai chanté ça avec. J'ai fait beaucoup d'émissions avec Georges. C'était j'avais une admiration pour lui. Je connaissais
toutes ses chansons par cœur, comme beaucoup de gens à l'époque. Oui. Hein. Maxime Le Forestier connaissait toutes ses chansons par cœur. Alors, comme il était guitariste, on se faisait des Noëls. C'était Georges Brassens, quoi, des soirées de 1er de l'an. C'était formidable. C'était une époque... et Georges était un homme délicieux, très caustique, très marrant, très pas du tout le bourru qu'on voit quand on le voit comme ça, on voit c'est un grand timide en fait. Mais si on enlève le mot timide, et quand il est plus timide, il y va. Et alors il y a un point commun entre Brassens et votre album, puisqu'il a un jour écrit une chanson Heureux qui comme Ulysse pour un film d'Henri Comte. Oui. Et Heureux qui comme Ulysse, c'est également dans votre album. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Depuis qu'amour cruel empoisonna premièrement de son feu ma poitrine, toujours brûlé de sa fureur divine, qui un seul jour mon cœur n'abandonna. À ce bel œil, adieu, je n'ai su dire, qui près et loin me détient en émoi. Je vous supplie, ciel, air, vent, monts et plaines, taillis, forêts, rivages et fontaines, entre prés, fleurs, dites-le lui pour moi. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantons mes vers, en vous émerveillant. Ronsard me célébrait, putant que j'étais belle. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Mignonne, allons voir si la rose a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Ce sont des vers tellement connus qu'on oublie l'auteur, là aussi. Oui, ça, oui, on l'oublie. Mais comment ça... Il y a des choses comme ça dans la vie, des phrases qu'on prononce, on oublie que ça vient de poésie, Serge Lama. Souvent, oui, parce que les choses sont répétées par tellement de gens, elles sont comme mâchées, et on oublie l'origine des choses. C'est normal, parce qu'on ne peut pas se remplir le cerveau de tout ce qui a été... je connais des gens qui sont d'un esprit, ils vous parlent de Thucydide, de machin, ils vous font... c'est même pas des numéros, ils sont comme ça. Ils ont tout enregistré, tout, dès qu'ils ont entendu quelque chose, paf, c'est rentré dans la tête et c'était terminé, c'était là, quoi. Moi, je suis pas de ces gens-là. Alors effectivement, les noms, il faut que quand même je les trouve. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Alors, il se trouve en même temps que des émissions sur les poètes à la télévision, c'était très rare. Il y avait le Club des poètes, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission de Jean-Pierre Ronet, et qui commençait par Amis de la poésie, bonsoir. C'était le seul rendez-vous de poètes qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, mais pas à la télévision. Ah bon ? Oui. Je sais pas. Rue de Bourgogne, tous les soirs, on dit des poèmes. C'est important que des gens se retrouvent comme ça autour de la poésie. C'est important pour ceux surtout qui ont besoin de ça, parce que je pense qu'il y a un besoin de poésie. La poésie, c'est la musique sans la musique. C'est-à-dire, c'est les mots qui parlent, qui font des notes. C'est les mots qui donnent des
on peut être Chopin rien qu'avec des mots, quoi. C'est formidable. C'est des rythmiques, c'est du jazz, la poésie. Nougaro, d'ailleurs, l'avait bien compris. Il jazzait ses mots. Ça peut être du jazz, la poésie. C'est quelque chose il y a un phrasé pour chaque poète. Vous reconnaissez un vers de Hugo, vous reconnaissez un vers de Mallarmé, vous reconnaissez. Donc si vous reconnaissez, c'est que et pourtant ce sont que des mots. Oui, mais il faut une certaine culture pour reconnaître les vers de Mallarmé ou de Ronsard. Il faut avoir beaucoup lu, beaucoup digéré. Et puis, beaucoup se souvenir aussi. Il se trouve que Jean-Pierre René avait un beau-frère qui était Georges Moustaki. Et quand Georges Moustaki est arrivé à Paris, il n'avait rien. Il a commencé à faire la manche et à vendre pour survivre des poèmes à la volée chez les gens ou dans la rue. Ah oui, je ne savais pas. C'est comme ça qu'il a débuté. Ben oui, vous voyez. Alors, il se trouve que... La poésie mène à la poésie. Exactement. Alors, il se trouve aussi qu'il y a aussi dans les poètes quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, c'est François Villon. Et il y a un extrait dans cet album qui s'appelle Wordsworth, avec les frères humains. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Oui, c'est le premier très grand poète. Je vais employer un mot un peu... Il dépucelle la poésie. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se passe quelque chose au Moyen-Âge. C'est le Rimbaud du Moyen-Âge, pour moi. C'est-à-dire que Rimbaud va tout changer au 19e, et lui, il change tout au 15e siècle. Quoi. Mais comment c'est-à-dire qu'il change les mots, il change... Non, c'est la façon de dire et de dire certaines choses aussi. Oui. La balade des pendus, c'est pas n'importe quoi quand même. Alors, la balade des pendus de c'est très osé parce qu'il aurait pu finir c'était pendu justement. Justement pendu parce que c'était pas ça allait contre la bonne société, la bien pensante. Oui, il faut savoir que François Villon a eu quelques soucis dans les tavernes. Oui. Il s'est retrouvé en prison. Oui. Il a failli être pendu. Et c'est vrai que la balade des pendus, on n'est même pas persuadé que ce soit un texte de lui, car on n'a jamais retrouvé la trace exacte de ça. Ah bon ? Oui. Alors, on suppose que c'est de lui, mais on n'en est pas certain non plus. Oui, mais on est certain de quoi ? Ouais, exactement. Vous savez. Alors, certains disent qu'il faut souffrir pour être poète. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge Lama ? Alors, si on ne souffre pas, ça serait mieux, mais je pense que c'est impossible. Tous les poètes, on le voit bien, ils ont eu des vies torturées, c'est des torturés. Mallarmé était un torturé, et ils avaient besoin d'exprimer ça à travers quelque chose, et c'était la poésie. Je pense que tous les artistes, globalement, tous les musiciens, ce sont des gens qui ont quand même un univers intérieur extrêmement complexe. Oui, ce qui est votre cas aussi, Serge Lama. C'est mon cas aussi, oui. Alors, on parle des poètes maudits, et vous évoquez aussi dans cet album Guillaume Apollinaire à travers un autre extrait. Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta. C'est vrai que la chanson du mal-aimé d'Apollinaire, c'est quelque chose d'incontournable aussi, Serge Lama. Oui, c'est aussi assez révolutionnaire d'ailleurs, c'est l'écriture d'Apollinaire. Il est mort trop tôt, alors il n'a pas pu continuer, mais sa poésie était très, très, très... très, très révolutionnaire, si on peut dire. C'est de la poésie qui change tout, quoi, qui fait que c'est plus pareil après qu'avant, quoi. Qu'est-ce qui vous a touché dans Apollinaire ? Est-ce que ce sont phrasés, ces idées ? Oui, ce sont phrasés, ces idées. Ce qui me touche dans la poésie globalement, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui ne ressemble pas à autre chose,
On écoute, quand on a l'habitude, on écoute des vers d'Apollinaire, on écoute des vers de Mallarmé, de Hugo, on sait que c'est de Hugo, on sait que c'est de Mallarmé, parce que c'est marqué au poinçon pour une raison très, très difficile à expliquer, parce que, par exemple, Hugo, il a écrit 100 000 poésies, et à des époques différentes, et c'est plus le même Hugo qui écrit les textes, et malgré tout, on sait que c'est du Hugo, alors qu'il n'écrit pas pareil. Il écrit différemment. La légende des siècles, c'est pas pareil que la musique des trucs et des bois, qu'il a écrit plus tôt. Chaque recueil de Hugo est différent. Donc, c'est l'homme poésie, si on veut, Hugo. L'homme livre. Mais moi, j'en reviens à Apollinaire, parce qu'Apollinaire, on a oublié qu'il a inventé le mot surréalisme. Tout à fait. À l'avant-première du ballet Parade. Et il avait une passion du cinéma. Et s'il avait vécu, il aurait sans doute été un des premiers scénaristes du muet. Oui. Sûrement. Il aurait fait du cinéma, il aurait fait... mais il était à l'origine du vol de la Joconde aussi. Exactement. Notre ami car Apollinaire. Car ces poètes ont une folie aussi. Oui, parce que c'était un acte qui justement lançait le surréalisme. Voilà. C'était une façon c'était de la pub. Voilà. C'est-à-dire, je vole la Joconde, on va m'entendre, on va écouter ce que je propose, quoi. Voilà. Eh bien, vous avez seulement volé de vos propres ailes. Et on va évoquer une autre date dans votre parcours liée à la poésie, le 3 janvier 2007. A tout de suite sur Sud Radio avec Serge Lama. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, 1600e émission. Invité exceptionnel Serge Lama pour cet album Poète, où on vous découvre sous un jour qu'on n'imaginait pas, avec cette passion de la poésie. On a évoqué déjà quelques auteurs. Et j'ai choisi la date du 3 janvier 2007, qui est la sortie d'un livre qui sont les prémices de cet album, Sentiments, sexe, solitude. Car c'est une autobiographie déguisée en poésie. C'est assez étonnant, ce livre. Oui, c'est un livre qui n'a pas été compris. C'est-à-dire que c'est un livre, parce qu'ils se sont tous jetés sur sexe, oui. Forcément, parce que ça les intéressait pour la télé, pour rigoler, pour tout ça. Oui. Et ils n'ont pas vu que ça s'appelait Sentiments, sexe et puis solitude, qui est un élément fondamental chez moi. On sent dans beaucoup de mes chansons, beaucoup de solitude. Elles le disent. Et le sentiment aussi, et le sexe, c'est toute ma vie. Alors, tout ça mélangé, j'avais essayé, à cette époque-là, de faire, un peu naïvement d'ailleurs, de faire quelque chose que j'allais proposer aux radios, mais bien sûr, ils me sont tous tombés dessus avec leurs grosses blagues et leurs trucs. Alors, ils citaient mes vers et mes... Alors, il y a juste Miller qui avait sorti un petit poème gentil, etc. Mais enfin, Miller, aujourd'hui... oui, il a d'autres soucis. Il a d'autres soucis que de la poésie. Mais en fait, c'était un recueil de poésie, de poèmes. C'est-à-dire, c'était pas évident à écrire. Non, c'était pas des chansons, c'était des poèmes. J'ai beaucoup bossé, je l'ai fait beaucoup au Québec. J'avais 3 mois au Québec et j'ai beaucoup travaillé au Québec. On a fait j'étais déjà avec mon épouse Louana, on était ensemble et on travaillait ensemble et on essayait je refaisais les vers, je recommençais, j'arrêtais pas et ça a été c'est un gros travail qui n'a pas été compris. En tout cas, il a été compris par ceux qui vous aiment, et il y en a eu quand même quelques-uns. Et surtout, les femmes, vous en parlez dans ce livre, mais aussi dans cet album, parce que les femmes poétesses sont présentes, à commencer par Marceline Desbordes-Valmore, avec un extrait qu'on va écouter. Qui a été une poétesse très, très importante à la fin du 19e siècle. Elle était hyper connue. C'était une star à l'époque. Et on va en parler justement après avoir écouté cet extrait. Vous aviez mon cœur, moi... j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien
et perdu. Marceline Desbordes-Valmore, Serge Lama, d'abord, elle était actrice. C'était une actrice, C'est ça. une ingénue. Elle a joué le Barbier de Séville, Rosine. Oui. Et ça, c'est une poétesse qui vous touche? Non, je dirais pas que c'est la poétesse qui me touche le plus parmi tous les poètes, mais je ne pouvais pas éviter quelqu'un qui a été ce qu'elle a été au XIXe siècle, une femme qui osait faire de la poésie. C'était presque la première femme qui osait. Il y avait Louise Abbé avant, au Moyen-Âge, qui est d'un niveau, à mon sens, plus intéressant. Mais Desbordes-Valmore, c'est comme une chose qui recommence toujours, ces poèmes. C'est une sorte de perpétuité, comme ça, et puis bon, c'était une star, ça a été une star. Françoise Mallet-Joris d'ailleurs avait écrit un livre sur elle qui était très intéressant. Et d'ailleurs, elle a eu plein de problèmes dans sa vie. On l'avait surnommée Notre-Dame des pleurs. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, c'est ça. Parce que, Et en même temps, c'était une pionnière du féminisme parce que dans un de ses livres, elle dit la difficulté d'être reconnue comme une artiste quand on est une femme. Tout à fait. Et à l'époque, ça n'existait pas. Et c'est aussi pour ça que je voulais la mettre, c'est aussi pour ça qu'elle est connue. Parce que elle est connue justement pour ses combats féministes, et je voulais pas ne pas mettre dans les poèmes, même si je trouve pas que c'est intrinsèquement que ces poèmes sont de la même valeur que ceux de ceux qu'on a cités avant, mais il y a des beautés, il y a des vers très beaux. Oui, et en même temps, être une pionnière du féminisme, c'était pas évident parce que personne ne vous non, voulait qu'elle rentre, oui. Exactement. Et je sais qu'il y avait un fan, en dehors de vous, de Marceline Desbordes-Valmore, c'était Baudelaire, car Baudelaire aimait ces textes. Oui, je comprends, parce qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la poésie de Desbordes-Valmore, et cette étrangeté devait plaire à Baudelaire qui aimait par-dessus tout il aimait retourner les choses d'une certaine manière, mettre les choses à l'envers. Pour moi, c'est un très très grand poète, Baudelaire. Hein. Pour moi, c'est de cœur, c'est mon poète préféré. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il me parle, il me parle à tout, il dit toutes les choses, il est déjà Rimbaud. Il est déjà le début de Rimbaud, d'ailleurs Rimbaud quand même lui devra beaucoup, et Rimbaud cassera tout, mais s'il n'y avait pas eu Baudelaire pour commencer à complètement déhugoïser la poésie de l'époque, qui était sous Hugo, l'empire Hugo était là, et il n'y avait que Baudelaire qui levait son drapeau. Attention, je suis là, les fleurs du mal. En plus, ce titre extraordinaire, les fleurs du mal, c'est une trouvaille merveilleuse, quoi. Oui, c'est un recueil qui a fait scandale quand même. Oui, qui a fait scandale, il n'a pas eu de chance. En fait, Baudelaire a eu des problèmes avec la direction de la santé publique, et à l'époque, il a écrit à sa mère « On me refuse tout, l'esprit d'invention et même la connaissance de la langue française. Je me moque de tous ces imbéciles et je sais qu'avec ce volume, avec ses qualités et ses défauts, il fera son chemin dans la mémoire du public. » C'est vrai que Baudelaire était en avance sur son temps. Oui, bien sûr, il le savait, il était conscient de ce qu'il était. Il savait juger aussi la peinture merveilleusement bien, et c'était un esthète. C'est un esthète, un dandy. Il sortait vraiment, dans cette époque de romantisme finissant, il sortait du lot, quoi. Il était à part. Il se trouve qu'il y a un extrait, bien sûr, de Baudelaire dans cet album, c'est Les merveilleux nuages. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mains. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Voilà que j'ai touché l'automne des idées. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Baudelaire, ça fait partie de vos découvertes de jeunesse, Serge Lama? Oui, ça a été vraiment les fleurs du mal. J'ai pris mon pied. Vraiment, c'était tellement beau. Tous les poèmes des fleurs du mal sont la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Là aussi, vous étiez très jeune, c'était un volume en plus pas facile à trouver à l'époque. Je m'arrangeais toujours avec les profs, j'avais des accointances avec tout le lycée, sauf au niveau de l'étude elle-même, mais tous les profs m'aimaient bien et ils me passaient par... je vous le prête, vous me le ramenez. Alors je pouvais. Mais Baudelaire, c'était justement important, ça a été un de vos déclics aussi, Serge Lama. C'est un déclic, c'est le déclic... il y a bien sûr, il y a eu Musset avant, il y a eu tout ça, mais Baudelaire, c'est le grand déclic, voilà. Mais d'ailleurs, le manuscrit original des Fleurs du Mal a été perdu, on ne l'a jamais retrouvé. Et on a juste retrouvé les épreuves corrigées, annotées de sa main, car là aussi, il changeait un mot. Et c'est vrai que quand on écrit un texte, comme pour la chanson, la poésie, il faut changer une virgule, un point. Mais un mot, c'est une note. C'est-à-dire que c'est un son. En dehors du fait que c'est un mot. C'est un son comme une note. Et donc... On entend dans sa tête que ça marche pas, quoi. La phrase, elle marche bien, mais là, ça fait faux. Alors, on met violet au lieu de mauve, par exemple, parce que violet, tout d'un coup, ça éclaire et c'est ce qu'on veut. C'est ça, la poésie. Et vous l'avez toujours fait aussi dans la chanson? Oui, bien sûr, à ma manière, je l'ai fait aussi, parce que bien sûr, je n'ai pas la prétention de me comparer à ces immenses poètes, mais je faisais quand même, je bossais, oui, je travaillais, j'essayais de quand même que ça ait de la tronche. Voilà. Et puis je suis malade, c'est pas écrit n'importe comment quand même. Oui, ça a été écrit assez vite quand même, mais après... Oui, mais pas n'importe comment. Exactement. C'était parce que quand j'écrivais une chanson assez vite et que je l'acceptais, j'ai dû corriger une ou deux phrases, et que je la prenais, c'est que je jugeais sur le temps qu'elle était bonne. Si au bout de 6 mois j'avais trouvé, je m'étais lassé, que j'avais trouvé que telle tournure, c'était pas bon, j'aurais changé. Alors il y a des fois, il y a des coups comme ça de chance où une chanson se fait effectivement. Faut pas faire croire à tout le monde parce que j'ai écrit Je suis malade en 3 quarts d'heure que on écrit toutes les chansons en 3 quarts d'heure. C'est pas vrai. J'en ai écrit 2 en 3 quarts d'heure. C'est d'aventure en aventure et Je suis malade. Vous me direz, vous devriez écrire vite. Ça vous réussit. Mais c'est vrai que c'est comme ça. C'est les hasards de la vie. Oui, mais il y a des chansons où vous avez mis quelques semaines à les écrire. La plupart des chansons, oui. Parce qu'on a 2 couplets, et puis le 3e, ça ne fonctionne pas. Et il faut que le 3e soit à la hauteur des deux couplets qu'on a écrits avant. Et puisque c'est là-dessus qu'on finit, en plus, il faut donc que ça soit plus fort. Mais on a du mal, des fois, à écrire le 3e couplet ou le 4e quand il y en a 4. Parce que c'est une époque où on écrivait 4 couplets. Maintenant, c'est trop long. Mais à cette époque-là, on écrivait 4 couplets. Il y a un disciple de Baudelaire qui est Verlaine, et Verlaine est présent dans cet album avec un extrait des poèmes saturniens. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et même
et me comprend. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Verlaine, naturellement, il avait sa place dans cet album. Oh Verlaine, de la musique avant toute chose. Si je ne mets pas Verlaine dans cet album, je ne mets personne. C'est pareil, c'est un poète qui sur la fin était moins bon, mais qui a écrit des vers tellement beaux, tellement simples, tellement magiques, mais cette magie demandait un travail considérable. C'est pas pour rien qu'il a été le compagnon de Rimbaud. C'est qu'ils avaient des affinités aussi sur la poésie, des contradictions aussi. Ils se battaient, c'était compliqué. Mais il a apporté il a surtout apporté le vers impair. Le vers impair, c'est-à-dire le vers qui est en 11, au lieu d'être en 12 ou en 8 ou et en 9, il a écrivé en 9, en 11, et ça donnait, c'est pour ça qu'il dit de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus soluble et léger dans l'air, sans rien en lui qui ne pose, je sais plus. Vous aviez déjà interprété Verlaine ? Oui, j'avais fait une chanson qui commençait par « Voici des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos 2 mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. » Et après, j'écrivais moi, et à chaque fois, je revenais, voici des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches. Le mec soumis qui arrivait, qui était... Il y avait Verlaine au début, il y avait la main ensuite, voilà, c'est ça. Et il y avait la main ensuite, voilà, qui venait, qui était moins bon, mais la morse était tellement belle que tout m'excusait. Oui, vous n'avez pas à vous excuser d'avoir écrit tout ça, ni à vous excuser d'avoir écrit cet album, qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 21 novembre 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Serge Lama. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, 1600e émission, invité spécial Serge Lama. Donc on évoque cet album Poète depuis le début de l'émission. Il est sorti le 21 novembre 2025. C'est un événement parce que personne ne s'attendait à un album comme ça qui est qualifié d'ovni dans votre carrière. Oui, c'est un ovni, oui, c'est le mot. C'est un objet poétique non identifié, c'est-à-dire que je mets... je fais éclater la poésie à mon goût, à moi. Je fais comme un grand arbre avec des feuilles différentes, avec tous les poètes, ou presque tous, les grands poètes des 5 derniers siècles. Et j'essaie... Alors, il n'y a pas de poète moderne parce que je ne suis pas très fan de la poésie non rimée. C'est pas ma chose. Moi, j'aime ce qui est rimé. Alors donc, il n'y a que des poètes rimés, mais je pense qu'avec la musique, encore une fois, d'Augustin Charnay, qui rassemble tout, qui disperse tout, il en fait des oiseaux, il est magique, ce garçon. Alors, il vient de Toulouse, il a travaillé dans les orchestres pop. Comment il est arrivé dans votre parcours ? Il est arrivé par son père, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Oui. Il est arrivé par son père, qui est un ami, et un jour il fait une chanson de Ne me quitte pas au piano, avec un arrangement de lui, de Ne me quitte pas au piano, et je tombe baba devant ça. Alors à partir de là, dans mon précédent album, il a fait 4 chansons, je lui ai demandé... Elles sont toutes nickel. Et là, j'ai dit, c'est le petit qu'il faut. C'est Augustin. Et je le sentais. Et vraiment, il a donné ce que j'attendais qu'il donne. C'est vraiment, c'est formidable. Parce que t'as un mec qui fait les rappeurs, il fait tout ça. Il fait Serge Lama, Mais comment vous avez travaillé ensemble ? Parce qu'il fallait dire les mots sur la musique. Est-ce qu'il préparait la musique avant les mots ? Non, j'ai tout mis ce que je voulais, tout ensemble. J'ai tout dit
comme je voulais que ça soit dit, et lui s'est adapté, et il a fait note par note sur mon interprétation et sur les mots. Et c'est devenu, moi quand j'ai écouté ça la première fois, et là j'étais spectateur, parce que bien sûr que j'avais fait le truc avant, mais j'étais spectateur de ça et j'ai trouvé ça magique. Alors, ce qui est étonnant, c'est que des chanteurs qui ont interprété les poètes, c'est courant, mais là, mélanger dans chaque texte plusieurs poètes, c'est un travail colossal. Il a fallu lire combien de livres pour faire ça ? Il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu 5 ans, je dirais. 5 ans de travail sérieux, quoi. Mais en lisant tous les poèmes ? Oui, il faut les lire. Oui, il faut les lire. Il faut une sacrée bibliothèque. Pour choisir déjà les extraits qu'on va prendre, parce que c'est... Et puis après... La seule part de création que je m'octroie, c'est d'avoir construit cette dégradation, puisque c'est une déflagration de poèmes, de bouts de poèmes, qui se mettent ensemble et qui font un seul poème. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Alors là, le travail, c'est moi qui l'ai fait. Oui. Et ça a été un gros boulot, effectivement. J'ai essayé, comme au Lego, comme on essaye j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai écouté, je disais, et puis quand j'avais un groupe de poèmes qui me semblait qui tenait la route, je construisais autour de ça, et puis voilà, c'est arrivé à ce travail qui m'a pris 5 ans. Oui. Oui, et à chaque fois, il y a un titre original pour chacun des groupes de poèmes. Oui. Et pourquoi ? C'est parce que ça permet de synthétiser ce groupe de poèmes ? Oui, ça permet de simplifier, ça permet de guider les gens, ça permet parce que je sais bien que tout le monde n'a pas la culture poétique comme je peux l'avoir moi, qui n'est pas exhaustive, mais qui est néanmoins quand même importante. Alors je me dis, il faut quand même que je leur donne alors oui, c'était une façon de les aider. Voilà, c'est une anthologie de la poésie, voilà. À l'image de celle que Pompidou a fait en 61, Georges Pompidou, et ensuite Robert Sabatier. Ça n'existait pas, cette forme d'anthologie que vous avez réalisée, Serge Lama. Oui, non, ça n'existait pas. Je crois que ça n'existait pas. Voilà. Mais encore une fois, il fallait le faire parce que personne ne l'a fait comme vous. Oui, parce que, voilà, à ma façon, personne ne l'a fait. Parce que il faut vraiment oser aussi. Il faut oser. Alors, il faut être irrespectueux dans le respect. Voilà ce qu'il faut être. Et puis, il y a quand même un poème dans sa quasi-intégralité, c'est Le bateau-ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges, criards, les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on fini ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Le bateau-ivre, ça, c'est l'intégrale pratiquement. Oh non, c'est à peine la moitié. Mais déjà, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais j'ai coupé des choses que j'aurais aimé ne pas couper, mais je ne pouvais pas. Mais je voulais que ça soit le centre comme un soleil. Je voulais que Rimbaud soit le soleil de l'album et qu'il soit au centre. Alors donc, il fallait que je développe quand même beaucoup de quatrains pour arriver à ce résultat. Alors, je finis bien sûr presque comme ça finit, et j'enlève juste la fin parce que les pontons, les gens savent plus ce que c'est. Alors, j'ai enlevé le dernier quatrain,
Et autrement, il fait largement le double de ce que j'ai chanté. Mais c'est un moment, alors là, Augustin, là aussi, m'a fait un truc ça enfle. Et il y a Pietragala qui m'a fait une chorégraphie pour la télévision, mais c'était tellement beau. Mais en plus, pour vous, Rimbaud, c'est le génie des génies. Ah oui, c'est celui qui fait éclater, c'est le mot, éclater la poésie. D'abord, Le bateau ivre est déjà un poème qui éclate la poésie, mais c'est en vers. Et ensuite, avec les illuminations, il y a un avant et un après Rimbaud. C'est-à-dire que tous les poètes, les Bretons, les autres qui vont venir derrière, ce sera des petits Rimbaud. Il a fait place nette. Et il y a une chose, un point commun avec vous, finalement. Dans son enfance, il s'ennuyait et il a commencé à lire des livres parce qu'il s'ennuyait. Mais vous voyez. C'est vrai. Il était à Charleville-Mézières. Oui. Et c'est vrai que c'est peut-être comme ça que vient la poésie. Il avait une maman aussi qui n'était pas commode, comme moi. C'est peut-être comme ça que vient la vie. Alors, il y a aussi une chose étonnante, c'est que il y a deux auteurs qu'on n'imagine pas dans ce recueil. Ce sont Racine et Shakespeare. Et Shakespeare, il y a un extrait en anglais. Words. To be or not to be, that is the question. Car vous parlez anglais, that is the question. Oui, oui. Je parle pas anglais, mais je voulais me payer ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le plus grand poète de l'histoire moderne. Shakespeare, je me disais, me priver d'un petit peu de Shakespeare dans ça, c'est catastrophique. Alors je ne pouvais pas. Alors j'ai mis words, ouais. Et puis what is the question, oui. C'est la première et dernière fois que vous parlez en anglais, Serge Lama. Et Jean Racine, Phèdre... Parce que vivre ou ne pas vivre, oui. Telle est la question. Oui. C'est d'une platitude. Alors, ceux qui ont essayé de faire des adaptations ont toujours fait pire. C'est-à-dire qu'ils ont comme... Ils voulaient pas dire la phrase plate qui dit le sens. Ils faisaient des redondances, des choses, c'était laid, c'était moche. Alors, c'est sûr que la langue française ne peut pas dire Shakespeare. En revanche, Racine, Phèdre, là aussi, on ne s'y attendait pas dans un tel recueil. Oui, mais c'est le seul poète du siècle de Louis XIV. Alors, il fallait bien... c'est un poète, Racine, quand même. J'aime pas Racine du tout, le personnage, qui était un sale con. Mais en revanche, il écrit des vers par moments... Qui sont merveilleux, quoi. Et puis, il y a un côté Hitchcock dans votre album, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que juste avant Racine, il y a un certain Serge Lama. Vous êtes permis de mettre des vers de Serge Lama dans ce recueil. Oui, j'ai fait je voulais tenter de voir si c'était tellement tentant de voir si un groupe de vers pouvait tout d'un coup se mélanger à tout ça et que personne ne s'en aperçoive. Parce qu'au fond, si je ne l'avais pas dit, personne ne s'en serait aperçu. Mais ça vient d'où, ce texte de Serge Lama ? Je l'ai écrit pour. Ah, carrément, c'est pas une chanson. Ah oui, non, je l'ai écrit pour. En tout cas, ça passe bien. Et alors, ce qui est étonnant aussi dans cet album, c'est la dernière chanson, c'est le générique. Vous avez fait un générique en hommage au poète. Oui, c'est ça. On va l'écouter. Paul Verlaine, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Jean Racine, Gérard de Nerval, Alfred de Musset, Marceline Desbordes de Valmore, Alfred de Vigny, Parny,
Charles Baudelaire. Poète, vous êtes la sève de ma vie, mon âme déclame vos vers pour sa survie. Pourquoi ce générique chanté? Déjà, pour faire plaisir un peu à mon public, quand même, je me disais, ils veulent entendre le chanteur un peu, et c'est normal, je suis chanteur. Et puis poète, vous êtes la sève de ma vie, avec la jolie musique, c'est pas trop, ça prend pas trop l'oreille, c'est pas je suis malade, quoi. Je veux dire, ça prend pas l'oreille, c'est juste la pointe, et qui permet en plus de dire tous les poètes, tous les noms de poètes qui défilent, que je voulais qu'ils soient tous dits et tous évoqués, et puis c'est tout un travail après que Loana a fini, parce que c'est un boulot ce qu'on appelle les crédits, oui, dans notre jargon. C'est un travail considérable, parce qu'il faut oublier personne. Oui. C'est ce que sans ça, on a des ennuis. Et puis il y a un autre événement. Le 11 février, dans toute la France, sort un documentaire au cinéma signé David Serrero. C'est un documentaire sur vous. En général, ces documentaires sont diffusés à la télévision. Et là, pour la première fois, ils sont diffusés au cinéma, avec le 14 février à Paris, une séance spéciale au Club de l'Étoile. Oui, ben il m'a proposé ça. J'ai dit oui. Et puis, il veut faire ça au cinéma. Il a monté ça comme une dramatique. C'est-à-dire que ma vie, d'ailleurs, est un drame. Oui. Au début. Oui, on est d'accord. Et tout est monté comme une... Parce que mon accident a été déterminant, bizarrement. J'étais personne, et tout d'un coup, avec l'accident, j'ai été connu. C'est l'accident qui m'a rendu connu. Tous ces gens qui ont chanté, que pour moi, pour me sortir de la mouise et dans laquelle j'étais, ils sont venus, il y avait Brassens, il y avait Juliette Gréco, il y avait tout le monde, quoi. Et une affiche pareille, ça aurait été impossible. Et tout d'un coup, c'est comme si j'étais connu d'un seul coup. C'est pas célèbre, mais connu. Tout d'un coup, Serge Lama n'était rien, et l'accident fait qu'il existe. Oui, et vous avez existé après dans un tourbillon, parce que quand on voit votre parcours, c'est un véritable tourbillon. Peut-être que vous n'avez pas mesuré d'ailleurs ce tourbillon. J'ai surtout aimé chanter. Oui. J'ai aimé chanter, ce qui fait que ça fait un tourbillon, effectivement. Mais moi, je me voyais pas passer ma vie sans chanter, et donc chaque saison, je partais en tournée. Avec 300 galas par an, c'est ça. Ce qui était extraordinaire. C'était ma moyenne, c'était 250, 300, voilà. 307 une année. Un record. Alors, cet album Poète est donc disponible, mais vous n'allez pas vous arrêter là, parce que je suis sûr que vous avez d'autres projets en magasin. Oh non, là je suis calme, j'ai été beaucoup sollicité, j'ai fait beaucoup de télé, j'ai fait beaucoup de choses. Alors là, je reste calme. Il y a encore ce documentaire sur moi qui va devenir. Non, je suis dans une réflexion tranquille, on va dire. Une réflexion avant autre chose. Non, je dirais pas ça. Je suis pas sûr. Bon, on verra bien en tout cas. Je suis pas sûr. En tout cas, moi j'ai fait mes adieux. Ça, c'est un fait. J'ai fait mes adieux. Je peux plus chanter debout. Donc, ne pouvant plus chanter debout, j'ai vu traîner chanter assis. Je ne chanterai pas assis. J'ai vu d'autres chanteurs chanter dans un état où ils n'auraient pas dû chanter, comme Reggiani, qu'on amenait sur scène comme une momie, comme un cadavre ambulant. Et déjà, dans ces années-là, je me suis dit, toi, tu ne feras pas ça. Eh bien, je ne ferai pas ça. Mais je suis sûr qu'un jour, vous ferez autre chose, et on en reparlera dans les clés d'une vie une prochaine fois. Merci Serge Lama, et puis bravo pour ce travail de poésie unique, et qui sera une anthologie qui touchera vos fans et peut-être les générations futures.
Ben, je l'espère. Merci beaucoup. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.